Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale consacrée au Festival d'Agbé qui met l'accent sur les langues maternelles. Ici, nous faisons la promotion des créateurs qui, à travers le prisme du cinéma, font la promotion de leur origine. Comme à l'accoutumée, nous aurons l'occasion de découvrir 2 films en compétition. Restez avec moi pour ce voyage au-delà des frontières. Wafo Newan, ni salba ya toya, te tifo sandati. Et oui, nous y sommes. Redéfinir l'expérience festivalière, l'adapter aux réalités actuelles, c'est ça le Festival d'Agbé. Rejoignez-nous pour une expérience des plus immersives. Pour cette édition 2025, le festival offre une meilleure visibilité aux œuvres indépendantes en créant de nouvelles passerelles entre les créateurs et les diffuseurs. Et oui, notre mission s'inscrit dans une logique de valorisation de toutes les langues maternelles, menacées ou sous-représentées. Pour célébrer non seulement la pureté des traditions linguistiques, mais aussi leur évolution et leur capacité à se réinventer, 2 catégories intègrent le festival spécialement pour cette année. Il s'agit des catégories écho et expression croisée. À travers le prisme du cinéma, préparez-vous à vivre des moments vifs d'émotion avec une programmation audacieuse et des innovations exceptionnelles pour célébrer les héritages culturels. Avec le festival d'Agbé, bien sûr, c'est le passé et l'avenir qui se rencontrent dans une vibrante célébration dans la cité d'Agbé. Moteur, T15-19, prise 1, manque mon pensée sa pirogue. J'aurais tellement aimé voir ce film-là aujourd'hui. Et tu sais où? Le Festival d'Agbé, c'est aussi l'occasion de permettre une large diffusion des films en compétition, de permettre aux distributeurs ou diffuseurs de les découvrir pour d'éventuelles acquisitions. Mesdames et messieurs, le premier synopsis de notre film, qui est un film documentaire nommé Afidi, nous vient du Cameroun, du réalisateur Aoutou Aboui Mbaye Jean-Miguel. Donc, voici le synopsis. Merveille, une petite fille de 4 ans, orpheline et ayant une morphologie mal formée, est l'espoir de sa grand-mère qui, malgré sa précarité, garde l'espoir que sa petite fille aura une morphologie normale et qu'elle leur sortira de la pauvreté. Mesdames et messieurs, suivons la vidéo de présentation de ce film suivie de la bande-annonce. Salut tout le monde, moi c'est le réalisateur Miguel Aoutou, concepteur du projet Afidi. C'est avec une énorme joie que me tiens devant vous pour vous parler de l'œuvre et de moi. Je suis d'abord très heureux d'être sélectionné au Festival d'Agbé qui promeut les langues maternelles. Pour être honnête, je n'avais pas des acquis en réalisation dans mes débuts. Il fallait entrer dans une école de formation parce que je ne voulais pas entrer en vrac dans le métier. Et là, je suis entré à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel où on m'a donné les bases de la réalisation. Parlons de l'œuvre Afidi. Pour être honnête, c'est une première œuvre, ma toute première œuvre. Et là, ça vient du fait d'une conception collective d'abord, et d'une découverte assez étrange parce que c'était pour la première fois que je vois ici à Yaoundé un enfant ayant un état aussi particulier. Donc, ça m'a vraiment frappé parce que j'étais à
à la recherche des idées documentaires et je suis tombé donc sur cet enfant. Tout de suite, mon encadreur, M. Patrick Papé, et mon groupe m'ont fait part que non, il faudrait qu'on parle de cet enfant vu son état. Cet enfant vraiment portait l'espoir de cette maman. C'est ça qui m'a plus impacté, c'est le fait que cet enfant est l'espoir de cette grand-mère. Je vous dis merci pour l'attention que vous portez pour cette œuvre. Bon visionnage à tout le monde et à la prochaine pour d'autres éditions ou dans ce même festival. Jiji mama nezi kungas yo faranezi totom yo faranezi kungas monyanga ume ba mignon mamanga unye ba mi peuple me nanyasi majuguna kanyanya mawom nyama amane amane. Notre deuxième film ce soir est une fiction de la réalisatrice Florentine Houdinière, un film qui nous vient de la France, dont voici le synopsis. Sur le tournage d'un film, une comédienne et la première assistante au réalisateur se débattent avec leurs ambitions et leurs désillusions. Alors que les rôles se mêlent à la réalité, la ligne entre les deux commence à vaciller. Mesdames et messieurs, suivons la vidéo de présentation de ce film et la bande annonce. Bonjour, je m'appelle Audrey Couturi et je joue le rôle de Marie dans le film Comédienne réalisé par Florentine Houdinière. Et j'ai trouvé que le script était très intelligemment écrit parce qu'il y a un vrai parallèle entre le personnage joué par Yéré Bérénice, qui est une femme noire dans la cinquantaine, une activiste, une féministe. On imagine que ça se situe dans les années 50 ou 60. C'est un peu une Martin Luther King au féminin. Et Marie, ancienne comédienne, reconvertie parce qu'on lui donne plus de rôle. Elle a passé 40 ans et elle lutte pour avoir des rôles. Mais bon, c'est compliqué. Donc on se rend compte que finalement, des décennies ont passé. Et malgré le fait que les femmes ont plus de droits qu'à l'époque, on continue à se battre pour avoir une place là où majoritairement il y a des hommes. Donc la lutte n'est pas terminée. Et voilà, il y a un vrai parallèle entre ces deux femmes qui sont pourtant pas de la même génération et voilà, pas du même univers, pas de la même couleur de peau non plus, mais pourtant qui se ressemblent énormément. Le travail avec Florentine, c'est vraiment agréable parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle donne de très bonnes indications, mais en même temps, elle laisse l'acteur être lui-même. Elle laisse aussi beaucoup de place à l'impro, si on a envie de faire de l'impro. Moi, ça a été mon cas. Et elle a été ouverte aux propositions. Et ça, c'est d'autant plus agréable qu'on est à la fois bien dirigé, et en plus, on peut s'exprimer, on peut faire des propositions. Et ça, c'est pas sur tous les tournages. Une anecdote de tournage. Oui, j'en ai une. Alors, je veux pas spoiler, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film, mais on va dire qu'à un moment donné, je fais un geste obscène qui n'était pas du tout prévu au scénario, qui a été totalement improvisé. C'était pas le but d'être vulgaire du tout, mais mon partenaire de jeu jouait tellement bien
qu'il m'a réellement agacée et que j'ai eu envie de lui dire un voilà, et que le geste est parti tout seul. Et puis au final, on l'a gardé au montage parce que je pense que c'était drôle. Quand j'ai lu le script de Florentine, je me suis dit, mais en fait, Marie, c'est moi, c'est tout à fait moi. Voilà, je suis comédienne, j'ai passé 40 ans et je me suis reconvertie. Alors moi, pas dans la mise en scène, mais ça fait 2 ans que je travaille dans la production cinéma. Voilà, je travaille toujours sur les plateaux, mais plus comme comédienne et un petit peu pour les raisons qui sont évoquées justement dans ce film. Donc je me suis dit, mais en fait, ça va pas vraiment être compliqué. Je suis juste avec moi-même. Mon actu de comédienne, bah, je n'en ai pas, évidemment. J'ai passé 40 ans, je suis périmée. Voilà. Sinon, on me propose des pubs pour voilà, les protections pour les fuites urinaires. Donc, je vous avoue que c'est super vexant. Mais je peux par contre vous parler des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, mais en production éco-responsable. J'ai travaillé sur Le Secret de Khéops, un film un petit peu à la Indiana Jones à la française, réalisé par Barbara Schultz avec Julia Piaton et Fabrice Lucchini. J'ai travaillé aussi sur la troisième saison, je vais y aller, 3e saison du Remplaçant, une série TF1 avec Clémentine Célarié, François Berléand et Joey Starr. Et je voudrais bien évidemment terminer en remerciant chaleureusement le Festival du film d'Agbais pour cette sélection dans la catégorie écho du film Comédienne de Florentine Houdinière. Je vous fais des gros bisous le Togo. À très vite, j'espère. Bonjour, je m'appelle Malo de la Tulay, je suis comédien. J'ai eu notamment le grand plaisir de jouer dans le film de Florentine Houdinière qui s'appelle Comédienne. J'y interprète le rôle d'un réalisateur qui, confronté à une forme de pression sociétale de la part de sa production, est obligé de faire des choix absurdes quant au casting de son film. Ce qui est amusant, c'est que depuis que j'ai tourné ce film, moi-même, qui pourtant suis un homme, je tourne de moins en moins, j'ai de moins en moins de rôles, je ne sais pas si c'est lié à mon âge, et je suis devenu premier assistant réalisateur, tout comme le personnage d'une des interprètes. Néanmoins, j'ai conscience qu'il est certainement plus facile pour un homme de rester à l'écran que pour une femme quand on a un certain âge. Pour parler de mon parcours, j'ai notamment joué au théâtre, un petit peu à la télévision, de temps en temps pour des courts-métrages, mais mon terrain de jeu de prédilection reste le théâtre. Et actuellement, je joue dans un seul en scène que j'ai écrit, qui est une forme de conférence burlesque qui s'appelle Le Point ou Comment j'ai franchi le mur de Planck. Une petite anecdote sur l'envers du décor. Dans la scène qui se passe dans la loge où les personnages se parlent à travers le miroir, eh bien figurez-vous qu'il n'y a pas de miroir. En fait, on était face caméra et il a fallu fixer tous les regards pour que le téléspectateur ait l'impression qu'on se parle à travers un miroir. Voilà, ce sont les petites triches du cinéma. Je tenais à remercier le Festival du film d'Agbais pour la sélection du film Comédienne dans la catégorie Écho. Merci. J'ai grand plaisir à savoir ce film diffusé au Togo. Et, petite anecdote, si des amis de mon frère Florent de la Tulay sont dans le coin, un petit coucou, mon frère, donc Florent de la Tulay, organise tous les ans un festival de musique qui s'appelle les Afropéennes à Lomé. Voilà. À bientôt, au revoir. Bonjour, je m'appelle Yeri Berenice Ouedraogo, je joue donc du coup dans le film Comédienne. J'interprète le rôle de Cynthia, donc une jeune femme comédienne
qu'à la trentaine, qui se voit donc accorder par le réalisateur et la production le rôle d'une femme de 50 ans. Donc du coup, on va la grimer pour essayer donc de la rendre plus plausible à l'écran dans son rôle de 50 ans. Et donc ça remet en question aujourd'hui l'agisme dans le cinéma. Et le pourquoi donc on ne prend pas en fait finalement les comédiennes à partir de 40 ans deviennent un peu périmées et dans ce milieu, et pourquoi on ne va pas chercher des comédiennes qui correspondent au rôle et qu'on prend toujours donc des comédiennes beaucoup plus jeunes. Donc il y avait une maquilleuse qui était là, donc Florentine a embauché donc une maquilleuse pour pouvoir faire un travail professionnel et extrêmement crédible. Et c'est vrai qu'après, je crois 1 heure au moins, peut-être ouais, à peu près 1 heure de maquillage, c'est vrai que c'était assez dingue. Elle m'avait aussi passé un peu de blanc sur les cheveux pour refaire ressortir l'âge qui apparent. J'ai vraiment beaucoup aimé tourner cette scène, et j'ai trouvé de toute manière le sujet extrêmement intéressant. Et finalement aussi dans le court-métrage, mon personnage se voit un peu doublé, c'est même pas un peu, se voit carrément doublé par la première assistante qui connaît en plus mieux le texte qu'elle. Donc c'était assez bien fait finalement que ces deux femmes viennent se rencontrer, on va dire, sur ce plateau, et que finalement la femme la plus jeune et quelques manquements en fait d'ailleurs pour arriver à habiter ce personnage, parce que souvent c'est vrai qu'au cinéma on nous demande de porter l'habit de nos personnages, de rentrer dans ces corps, et quand on a 30 ans comme ce personnage, ou même un peu plus jeune, faire une femme de 60 ans, de 50-60 ans, ça c'est une exploration extrêmement profonde. Et il y a aussi ces répétitions de cette fin, je suis une femme libre, comment on essaye de se convaincre aussi de ce qu'on est, de ce qu'on peut paraître à l'écran. Donc voilà, tout ça a été fait avec beaucoup d'intelligence et de malice, je trouve. Ensuite, concernant mon parcours professionnel, donc je suis comédienne depuis 2018. Avant, j'ai travaillé dans un journal et j'étais agente immobilière. Mais c'est vrai que ça a toujours été un rêve et une passion. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de faire partie du milieu. Je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Memento, avec 2 metteuses en scène qui ont écrit donc une pièce de théâtre sur l'adoption. On a joué au théâtre de Belleville en janvier, et normalement on joue en novembre. Et sinon, personnellement, je suis dans le développement de mon court-métrage ressortissante, qui, je l'espère, trouvera bientôt un producteur. Voilà, je parle du cheminement pour trouver sa place dans la société, voilà, comme pour beaucoup de gens. Et sinon, j'ai fait l'école Courtrage May. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis aussi modèle, et voilà mon parcours fait de montagne russe un peu aussi. Ouais, j'espère qu'il plaira au festival, aux spectateurs, et voilà. Donc merci beaucoup pour la sélection. En tout cas, merci à Florentine de m'avoir proposé ce rôle également, que j'ai adoré jouer. C'est vrai que c'était très amusant et très drôle de prendre de cette manière un problème qui est quand même extrêmement important dans le milieu. Comme si, oui, on voulait vraiment invisibiliser. De toute manière, je crois que le cinéma invisibilise énormément de personnes. Et pourtant, le monde est vaste et divers. Et finalement, à l'écran, on veut toujours montrer les mêmes personnes. Et d'ailleurs, là, en ce moment, je suis sur le chemin de Compostelle et je vois cette belle diversité aussi du monde. Donc voilà, donc beau chemin, beau pèlerinage, je vais dire, à ce court-métrage, et merci en tout cas.
Bonjour, je m'appelle Florentine Houdinière, j'ai réalisé le court-métrage Comédienne et que j'ai coécrit avec Julie Maflard. Je suis ravie que Comédienne ait été sélectionnée dans la catégorie Écho au Festival d'Agbe. C'est un thème qui me tient à cœur et que je constate personnellement et autour de moi, qui est l'invisibilité de la femme après 40 ans, que ce soit autour de nous ou dans le monde du travail. Et là, j'ai illustré ce thème de société dans le cadre du cinéma français. Donc, on est dans un tournage de film. Et donc, on est avec ces 3 personnages qui sont portés par Yeri Bérénice Ouedraogo, Audrey Couturi et Malo de la Tulaye, qui incarnent merveilleusement bien ces 3 personnages qui sont en fait coincés dans dans ce mécanisme, dans ce piège de l'inconscient collectif et de ces mécanismes systémiques. Il y a un personnage qui va s'en sortir et les autres, on espère qu'ils vont en faire de même. Voilà, j'espère que le film va parler à beaucoup de gens. En ce moment, je finis l'écriture de mon 3e court-métrage, qui est une histoire qui m'est arrivée lorsque je travaillais aux États-Unis et j'ai rencontré une petite fille qui était atteinte d'une maladie extrêmement rare. Voilà, c'est cette histoire, je n'en dis pas plus. J'ai hâte de le terminer et de pouvoir le faire produire et le tourner et le réaliser. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette sélection et plein de bonnes choses pour le festival. Au revoir. Pardon, Mika. Tu t'installes sur le fauteuil. Peine perdue, c'est ça? Oh là là, mais il est incroyable ce film. Silence, s'il vous plaît. Action, répétition. Discours émancipateur. N'oublie pas, t'es une femme de 45 ans. Je suis une femme libre. Voilà, t'as plus le même corps qu'à 20 ans. Je peux même tenir sur une jambe, hein, comme ça. Équilibre. Merci, génial. On se met en place. Mais tu sais, je suis une femme libre. Et t'as eu 3 enfants, donc appesanti. Mesdames et messieurs, nous vous proposons ce soir un échange sur le thème développement cognitif de l'enfant à travers l'acquisition du lexique de sa langue maternelle. Un échange que nous avons eu en compagnie du professeur Péré Kewezima et Sodina Kokou, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, directeur de l'équipe de recherche en linguistique et communication, toujours dans le cadre du festival d'Agbe. Mesdames et messieurs, voici pour vous notre échange. Bonjour et bienvenue dans le set. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Oui, je vais très bien. Alors, en introduction, qu'entend-on par langue maternelle? Merci beaucoup. Je vais partir de la définition donnée par l'UNESCO, qui dit que la langue maternelle, c'est la première langue apprise dans l'enfance et à la maison. Okay. Et je vais essayer de donner d'autres repères par rapport à ça pour bien comprendre le concept. Nous pensons que cette définition devrait être revue pour un certain nombre de raisons. Si je prends le premier terme, première langue, première, apprise, et puis famille, par exemple, la langue maternelle peut ne pas être celle des parents. D'où le premier concept de première langue pose un problème. D'accord. Et ensuite, le terme apprise, langue apprise, il faut dire qu'on n'apprend pas sa langue maternelle. On acquiert la langue maternelle. Et le troisième concept, maison. Alors, la maison où l'enfant réside peut ne pas être la maison de ses parents. Ça suppose qu'il y a un problème à partir de ces 3 concepts. Première langue, apprise, et puis maison. Ça suppose quoi? Si les parents, et c'est ce que nous constatons souvent, les parents aiment à parler français très tôt aux enfants. Oui. Alors, logiquement, c'est le premier outil de communication pour l'enfant. Ça devient sa langue maternelle, ça devient sa première langue. Est-ce que
c'est la langue des parents. Est-ce qu'on peut l'appeler vraiment, le français, on peut l'appeler langue maternelle? Non. Il y a un problème. Alors, nous allons essayer de proposer en tant que linguiste une définition qui tienne compte de l'ancrage socio-culturel. Pour que la langue soit vraiment prise dans le cadre de la famille, il faudrait que cette langue ait la capacité de porter les valeurs au niveau social, les valeurs au niveau culturel. Donc, je peux redéfinir la langue maternelle comme étant tout simplement la langue culturelle, ou bien la langue qui a un ancrage socio-culturel par rapport à l'enfant et à ses parents. Là, on a circonscrit le contexte, ça exclut le fait que le français puisse être la langue maternelle d'un enfant alors que ses parents ne sont pas locuteurs natifs de cette langue. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le lexique alors d'une langue? Le lexique, c'est l'ensemble de tous les mots que la langue regorge en tant que banque de données, qui sont les premiers outils de la construction, par exemple, d'une phrase pour la communication. Donc, c'est l'ensemble des mots dans une langue, y compris le vocabulaire et puis la terminologie. Vocabulaire, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'utiliser les mots pour communiquer. Parfois, si on a des difficultés de rendre le message, c'est parce qu'on est pauvre au niveau du vocabulaire. Alors, je vais un peu détourner. Est-ce que je peux savoir quelle est votre langue maternelle? Ma langue maternelle, c'est le Kabye, qui est une langue goure du Togo. Alors, est-ce que je peux... Nous pourrons avoir quelques exemples de lexique dans votre langue? Bien sûr. Là, nous allons essayer de donner les éléments sous forme de micro-lexique. Le micro-lexique, par rapport à un enfant, par exemple, c'est d'acquérir les premiers éléments autour de lui. C'est-à-dire la parenté. Le lexique de la parenté, c'est le premier élément par lequel l'enfant émet ses émotions. Comment désigner la maman, comment désigner le père, comment désigner le frère, la sœur et les autres. Et ensuite, on ouvre un peu le lexique, micro-lexique, par exemple, alimentaire, culinaire, les noms des repas, et quand on a faim, comment on exprime l'idée. Et ensuite, le lexique vestimentaire, comment on appelle chemise, comment on appelle pantalon, etc. Et au fur et à mesure, l'enfant s'ouvre aux autres outils de son environnement immédiat et plus tard, il s'ouvre davantage vers le grand groupe qui est la société. Il aura à désigner ses amis, les objets de jeu, les autres éléments de l'environnement plus élargi au-delà de la famille. Voilà l'ensemble des éléments que nous appelons mots d'une langue en termes d'acquisition du vocabulaire qui est la première richesse qui permet donc de construire une phrase en combinant ces éléments que sont les mots de ce lexique. Alors, on est en train de parler des enfants. Est-ce que je peux donner... C'est quoi le développement cognitif d'un enfant alors? On est en train de parler des enfants. Oui, le développement cognitif de l'enfant, c'est l'acquisition progressive des capacités intellectuelles boostées par la mémoire, par la pensée, par le langage et par la résolution de problèmes. Alors, si l'enfant n'est pas capable de résoudre un problème, c'est-à-dire d'exprimer des faits de sa culture, de sa société, ça suppose qu'il a un problème au niveau donc, du vocabulaire qui est donc, un élément du lexique. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faudrait qu'il ait cette capacité de pouvoir communiquer et la maturation du cerveau prend. Alors, on fait alors référence aux facteurs génétiques, son environnement et ensuite la capacité de la mémoire d'enregistrer les mots en puissance pour pouvoir combiner et en faire des phrases. Alors, vu qu'on est en train de... Est-ce que, bon, on dit souvent que nos langues influencent nos pensées, notre manière d'être, notre manière de voir le monde. Alors, comment le lexique peut-il être une porte d'entrée vers la structuration de la pensée? Justement, le premier élément que nous avons touché, c'est le vocabulaire. Alors, si l'enfant a acquis ce vocabulaire en termes de lexique, ça lui permet d'abord de communiquer, de comprendre, d'interagir avec les membres de sa famille. Communiquer, comprendre, interagir. Interagir, exprimer la pensée, les sentiments, les émotions, désigner, c'est-à-dire dénommer les personnes, les animaux, les objets, etc. Et ensuite, plus loin, on commence à voir la notion de sens, la signification des mots, le sens et la signification des mots en termes de désignation. Nous touchons alors la notion de dénotation et de connotation, c'est-à-dire le mot dans son premier sens, l'enfant doit le comprendre et lorsqu'il grandit, il peut également utiliser le même mot dans un autre contexte pour dénoter et connoter
ces idées, les objets en termes de métaphores, par exemple. Et nous avons également cette notion que Chomsky appelle la compétence linguistique. Donc, l'enfant... Pardon? La compétence linguistique. La compétence linguistique. Oui, c'est cette capacité à maîtriser toutes les structures de sa langue, la grammaire, par exemple, au-delà du lexique, parce que le lexique seul ne suffit pas. Bien sûr, le lexique est un soubassement, c'est une banque de données, et le lexique permet à l'enfant de pouvoir communiquer en combinant ces mots pour faire des phrases simples et plus tard des phrases complexes selon son âge. Alors, est-ce qu'il y a scientifiquement, est-ce qu'il y a une hypothèse qui est associée à ça, ou c'est l'hypothèse que vous venez de me donner comme ça? Est-ce qu'il y a un nom qui est associé à ça? Oui, bien sûr. Quand on parle de compétences linguistiques, en termes techniques, nous avons parlé de la capacité, parce qu'il y a également la performance. Au niveau de la performance, c'est lorsqu'on apprend une langue et on grandit au fur et à mesure en richesse lexicale, en richesse syntaxique, et ça aussi, ça vaut. Bon, c'est des critères de mesure de la compétence de communication, par exemple. Alors, pourquoi est-ce important d'acquérir le lexique de sa langue maternelle? Justement, puisque nous insistons sur la notion de la communication. Et il faudrait que l'enfant ait d'abord ce que nous appelons un background linguistique. C'est-à-dire que l'enfant ira nécessairement à l'école un beau jour. Mais avant d'aller à l'école, il faudrait qu'il ait des outils qui constituent les garants intermédiaires de la communication en cas de problème. C'est-à-dire, à l'école, les enfants peuvent, en revenant à leur langue maternelle, par rapport au lexique qu'ils ont acquis, opérer un transfert pour passer de la langue maternelle vers le français pour résoudre un problème, par exemple. Et nous avons souvent pris l'exemple des contes. Alors, on peut demander aux enfants de présenter un conte en quelques lignes. Alors, si l'enfant n'a jamais écouté un conte dans sa langue maternelle, comment il va l'inventer? Parce que souvent, les parents difficilement font des contes aux enfants en français. L'idéal serait de discuter des éléments, des proverbes, des chansons, des contes avec les enfants, mais dans leur langue maternelle. Et en ayant ces éléments, ce que nous appelons inbit, c'est-à-dire ils ont ça, ils ont intériorisé ça, ils pourraient maintenant extérioriser pour construire un transfert vers la production en français. Et c'est un élément qui pourrait faciliter et soutenir la production en français. Alors, si je comprends bien, si je suis enfant, par exemple, je dois, dès la maison, je dois connaître quelques mots dans ma langue, dans la langue de mes parents, c'est ça? Avant d'aller à l'école et d'apprendre la langue étrangère qui est le français ou bien l'anglais, c'est ça? Exactement. Et ces mots que je dois déjà connaître avant de mettre pied à l'école, ce sont des mots, des mots que mes parents doivent forcément me transmettre, c'est ça? Exactement. Voilà. Dans la communication, et puisque ça touche déjà la dernière question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut dire aux parents. Ayons cette habitude, et c'est peut-être un conseil aux parents, de parler notre langue maternelle à nos enfants. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons créer un vide, ce que j'ai souvent appelé le sevrage linguistique. C'est-à-dire passer directement au français, dans la famille, dans les discussions avec les enfants, c'est leur ôter une richesse. L'enfant n'a pas souhaité ça. L'enfant peut acquérir plusieurs langues. L'enfant peut avoir 3 langues. Et on parlerait de 3 langues maternelles, par exemple. Et ça fait que si l'enfant n'a pas acquis le maximum des mots de sa langue, il aura un manque. Il aura une déficience. Bon, pas cognitive, mais déficience lexicale. Et nous donnons souvent les exemples des mathématiques, par exemple. Nous pensons qu'on ne peut pas faire les mathématiques en nos langues. Alors, les mathématiques viennent de l'Égypte, c'est-à-dire de l'Afrique. Alors, les gens oublient que l'élevé peut faire la mathématique. C'est-à-dire la langue élevée peut porter la mathématique, le kabyle, le mouba, toutes les langues peuvent porter les mathématiques. Puisque nos parents ont élevé les poussins, ils ont élevé les bêtes, ils ont cultivé. Mais comment ils font les comptes? Comment ils savent, par exemple, un père ou une mère qui élève les poussins, et il se fait qu'un épervier vient prendre 1 ou 2, mais il sait qu'il y a quelque chose qui manque. Ça fait déjà la soustraction. Alors, ça fait les opérations, plus addition, moins, etc. Vous voyez que c'est des richesses. Si on ne fait pas attention, on va sevrer ces richesses aux enfants et ce serait un dommage. Parce que si l'enfant a acquis l'addition, la soustraction par rapport à ce qu'on lui dit à la maison, il pourrait déjà avoir une force en français. Souvent, qu'est-ce qu'on constate? On envoie le petit garçon, la petite fille pour aller acheter quelque chose. On lui dit en français, prends 100 francs, va acheter. Pourquoi ne pas lui dire ça en élevé?
Mon angolais yabam nabe aussi, je peux m'exprimer en kabien. Oui, allez-y, bien sûr. Moi, je n'attends que ça. Bien sûr. Mon meno, ngolais yabam nabe. Njalang tanga, ngolais yabam nabe. Yak malfana les mabzako. Prends 500, tu vas m'acheter par exemple des oranges à 200. Je peux poser la question à l'enfant, combien tu vas me ramener? Voilà. Je lui ai dit ça en kabien. Il commence par faire les opérations. Dans sa tête, oui. Dans sa tête. C'est ça. Mais toujours dans le kabien, vu que c'est... Exactement. Okay. Et donc, la deuxième question qui pose sur le développement cognitif, voilà, ça commence à fonctionner dans sa tête. Et cette capacité à calculer, à trouver rapidement, ça fait un calcul mental. Au CP1, CP2, on nous a fait ça. Alors, si on avait commencé tôt à la maison, ça aurait facilité cette acquisition en français. Vous voyez, c'est ça. Il faut que les parents comprennent cette nécessité d'enseigner ces principes au niveau de la compétence linguistique, c'est-à-dire en parlant la langue maternelle aux enfants. Nos langues sont riches en mathématiques. Vous voyez, quand Lévé dit, par exemple, je viens de donner des exemples en carrière, blave. Le français dirait combien? 20. L'anglais dirait 20. Et l'allemand, 26. J'ai fait un article sur ça. J'ai appelé ça, pour le compte du français, de l'anglais et de l'allemand, c'est ce que j'ai appelé un nombre compact. Ok. Alors qu'en effet, quand je dis blave, l'enfant sait qu'il y a quelque chose deux fois. Oui. Vous voyez? Donc, ça fait deux opérations. Ça fait l'addition et puis la multiplication, c'est-à-dire quelque chose fois deux, ou alors quelque chose plus quelque chose. Oui. Ce qui n'est pas le cas en français. En français, oui. Parce que quand on dit 20, l'enfant ne sait pas qu'il y a 10 deux fois. Voilà. Alors que dans blave, ça fait 10 fois 2, autrement dit 10 facteurs de 2 ou 2 facteurs de 10, sinon 10 plus 10 égale 20. Vous voyez cette opération très intéressante à Névé. Si l'enfant connaît ça, je vous assure, en 6e, on nous a enseigné ce que nous appelons le dénombrement. Moi, je ne comprenais rien. Alors qu'il y a ça dans nos langues. Oui, je pense que nous tous, en fait. Exactement. Si je prends les autres langues comme le kabien, le thème, les autres, nous avons le même principe. Même dans les autres langues des autres pays, le moré, le wolof, il y a tout ça. Et à ce niveau du calcul des mathématiques, c'est très riche. Il faudrait vraiment que nous ayons conscience de cette richesse-là pour que nous puissions parler aux enfants, faire des comptes, les mathématiques, pour que les enfants puissent comprendre en réalité que les langues de chez nous portent également les mêmes valeurs, peut-être même plus que celles européennes. Donc, votre conseil pour les parents, c'est de pratiquer la mathématique aux enfants dès le bas âge à la maison avant qu'ils ne mettent pied à l'école dans leur langue maternelle. C'est bien ça? Exactement. Pour qu'ils puissent réussir bien les mathématiques à l'école. Exactement. Voilà. Il faut nuancer un peu. Quand vous dites dire aux parents de pratiquer les mathématiques, c'est trop technique. C'est-à-dire qu'il faut discuter. Il faut faire les opérations simples. Bon, vous amenez 10 oranges, donne 2 à ta soeur, 2, il reste combien par exemple? Simplement comme ça. Vous voyez? Et là, ils sont en train d'apprendre indirectement la mathématique. Vous voyez? Même au niveau des poussins, bon, on va compter les poussins là, ça fait combien? Hier, il y avait combien? Aujourd'hui, bon, ça fait qu'il y a quelque chose, hein? Il y a un qui a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un qui est sorti. Des catholiques. Vous voyez? Ça fait moins X en réalité. Ouais, ça fait la mathématique. Dans le système, par exemple, monétaire au marché, je prends toujours l'exemple de 275. La femme ne dira jamais 275, on dira Konoto le tome. C'est-à-dire que c'est un principe psychologique qu'on utilise là-bas. Au lieu de dire je vends ça à 275, elle va dire Konoto le tome. Une manière de te dire qu'en réalité, je t'ai enlevé quelque chose. Waouh, ça c'est indirectement. C'est-à-dire qu'on agit psychologiquement de façon positive pour amener l'autre à acheter, mais la personne ne sait même pas qu'on agit sur lui psychologiquement. C'est intéressant. Ces éléments, bon, disons que la plupart des parents ne sont pas informés. Il faut des techniciens comme vous, comme nous, les linguistes, pour expliquer, afin que les parents puissent prendre conscience de la richesse de nos langues, pour ne pas sevrer linguistiquement les enfants. Parce que demain, il y aura un vide avant qu'ils ne passent peut-être au français, aux mathématiques, où ils auront beaucoup de problèmes. La plupart de nous qui avons eu des passages difficiles, c'est surtout les matières scientifiques, la mathématique. La physique porte les maths, la chimie porte les maths. Partout, il y a la mathématique. Même en littérature, en littérature, il y a la mathématique. Alors que nous aurions dû très tôt faire voir ça à nos enfants pour qu'ils puissent grandir avec, avant d'arriver à l'école.
Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro, bien sûr.